La veille de mon mariage, mes parents m'ont drogué et rasé la tête. À travers le brouillard, j'ai entendu ma sœur hurler, coupez-lui les cheveux ou perdez-moi pour toujours. Ils ont choisi leur enfant préféré et m'ont trahi. Je me suis réveillé chauve le jour de mon mariage. Mais quand les portes de la chapelle se sont ouvertes, la salle est tombée dans le silence et ils ont paniqué. Imaginez, il est 23 heures, la veille de ce qui devrait être le plus beau jour de votre vie. Votre mère vous tend une tasse de tisane chaude pour calmer vos nerfs, ma chérie. Vous lui faites confiance. Vous la buvez, et c'est à ce moment-là que votre monde vole en éclats pour toujours, tandis que le sédatif commence à faire effet. J'ai entendu la voix de ma sœur transpercer l'obscurité comme une lame, coupe-lui les cheveux, ou tu me perdras pour toujours. À travers ma torpeur due à la drogue, j'ai regardé ma propre mère saisir une tondeuse électrique, la femme qui m'a élevé, qui a promis de m'aimer inconditionnellement. À cet instant, elle a choisi ma sœur, l'enfant chéri, plutôt que moi, et le bourdonnement qui a suivi me hantera à jamais. Je me suis réveillé le matin de mon mariage, complètement chauve, humilié, trahi par mon propre sang. Mais voici ce que ma famille ne savait pas, j'avais des alliés qu'ils n'avaient jamais vus venir, des preuves dont ils n'imaginaient pas l'existence, et un plan qui transformerait leur parfait mariage du Sud en leur pire cauchemar. Car lorsque ces portes de la chapelle se sont ouvertes et que 200 invités ont vu ma tête rasée, la salle n'est pas seulement tombée dans le silence, elle a explosé. Des enregistrements audio ont été diffusés, des reçus sont apparus sur des écrans, des secrets s'étalant sur 3 générations se sont effondrés comme des dominos. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement détruit la réputation de ma famille, cela a brisé un cycle d'abus qui avait empoisonné notre lignée depuis des décennies. À la fin de cette histoire, vous assisterez à la vengeance la plus satisfaisante que vous ayez jamais entendue, et vous comprendrez pourquoi parfois, les personnes les plus brisées deviennent les plus forts des guerriers. Ceci est mon histoire, et croyez-moi, vous n'avez jamais rien entendu de tel. Je m'appelle Sarah Elizabeth Montgomery, et à 32 ans, je pensais avoir enfin échappé à l'emprise étouffante des attentes de ma mère, une « belle du Sud ». En tant que directrice marketing à succès pour une entreprise technologique à Atlanta, je m'étais construit une vie à 2 heures de ma ville natale de Magnolia Springs, en Géorgie, assez loin pour respirer, assez proche pour maintenir la façade d'harmonie familiale qui signifiait tout pour mes parents. Demain était censé être le jour de mon mariage, le point culminant de 2 ans de planification qui s'était transformé en un champ de bataille entre ma vision d'une célébration intime et le rêve de ma mère d'un grand spectacle du Sud qui cimenterait le statut de notre famille comme le joyau de notre communauté privée. L'air du soir était lourd de l'humidité de la Géorgie alors que j'étais assise dans ma chambre d'enfant, entourée du papier peint rose pâle et des meubles anciens qui n'avaient pas changé depuis mes 16 ans. Mes parents, Charles et Margaret Montgomery, avaient insisté pour que je passe ma dernière nuit de célibataire dans la maison où j'avais grandi, une tradition, selon eux, qui porterait chance au mariage. Charles était président de l'association des propriétaires de Magnolia Hills et diacre à la First Baptist Church, tandis que Margaret dirigeait l'auxiliaire des dames et organisait les dîners les plus convoités de notre code postal. Pour le monde extérieur, nous étions la famille américaine parfaite, réussie, pieuse et unie de manière inébranlable. La vérité était bien plus compliquée. Ma chérie, tu as l'air absolument épuisée, dit ma mère en entrant dans ma chambre d'un pas glissé, portant une délicate tasse en porcelaine sur un plateau d'argent. Margaret Montgomery ne marchait jamais simplement, elle glissait, flottait ou se déplaçait avec ampleur, comme si elle auditionnait perpétuellement pour le rôle de matriarche du Sud dans une grande production. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré leur tardive, et sa nuisette tant soit coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je t'ai apporté une tisane à la camomille avec un petit quelque chose en plus pour aider à calmer ce trac prénuptial. J'aurais dû me méfier. En 32 ans, ma mère ne m'avait jamais apporté de tisane pour quelque raison que ce soit, et encore moins pour apaiser mes nerfs. Mais le stress des derniers mois m'avait épuisé, les batailles constantes sur les listes d'invités, les arrangements floraux et les traditions de mariage que je ne voulais pas mais auxquelles je ne semblais pas pouvoir échapper. La tisane sentait comme la maison, comme la roseraie ancienne que ma grand-mère avait plantée derrière la maison, et j'étais désespéré pour n'importe quoi qui pourrait calmer l'anxiété qui me tordait l'estomac. Merci, maman, dis-je en acceptant la tasse à 2 mains. Le liquide était chaud et sucré, avec une note amère sous-jacente que j'attribuais à la camomille. Je suis vraiment nerveuse pour demain. Oh, ma chérie, toutes les mariées ressentent ça, dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit avec la grâce étudiée de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de paraître attentionné tout en maintenant une distance émotionnelle. Ta sœur Mélissa a ressenti exactement la même chose avant sa fête de fiançailles le mois dernier. En parlant d'elle, où est cette fille?
Elle était censée venir me dire bonne nuit. Comme si elle était invoquée par son nom, Mélissa fit irruption dans la chambre avec le flair dramatique qui avait défini sa personnalité depuis l'enfance. À 28 ans, ma sœur cadette avait hérité des traits délicats de notre mère et de la présence imposante de notre père, créant une combinaison qui avait ouvert des portes et fait fondre des cœurs tout au long de sa vie. Alors que j'avais toujours été la responsable bonne note, emploi stable, choix sensé, Mélissa était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, même quand elle faisait tout de travers. Désolé, je suis en retard, annonça-t-elle, les joues rouges et les yeux anormalement brillants. J'étais au téléphone avec Brad, j'essayais de le convaincre de me demander en mariage. Je veux dire, Sarah se marie demain, et je suis avec Brad depuis 6 mois de plus qu'elle n'est avec David. Je sentis la piqûre familière de la comparaison qui avait empoisonné notre relation depuis l'enfance. Mais la tisane me rendait déjà somnolente, émoussant les bords tranchants de mon irritation. Mes paupières s'alourdirent et la pièce sembla basculer légèrement, comme si je voyais tout à travers de l'eau. « Mélissa, ne sois pas ridicule, dit notre mère, mais son ton manquait de conviction. Chacun a son propre calendrier. Vraiment ? La voix de Mélissa prit une tonalité acérée qui trancha à travers ma torpeur grandissante. Parce que j'en ai marre d'être éclipsée. J'en ai marre que Sarah ait tout en premier juste parce qu'elle est plus âgée. J'en ai marre d'être la seconde pensée. La tasse de thé glissa de mes doigts et se brisa contre le parquet, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'essayais de me lever pour nettoyer le désordre, mais mes jambes ne me soutenaient pas. La pièce tournait plus vite maintenant, et je dus m'agripper au montant du lit pour ne pas tomber. « Qu'est-ce que tu as mis dans ce thé ?» réussis-je à murmurer, mais les mots sortirent pâteux et lointains. Mélissa s'approcha, son visage se transformant en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, froid, calculateur et totalement sans pitié. « Coupe-lui les cheveux, dit-elle, sa voix s'élevant juste en dessous d'un cri, ou tu me perdras pour toujours. Je te jure, maman, si tu ne fais pas cette seule chose pour moi, je quitterai cette maison ce soir et tu ne me reverras jamais. » À travers le brouillard du sédatif, je vis le visage de ma mère s'effondrer comme si Mélissa l'avait physiquement frappée. Margaret Montgomery, qui se vantait de maintenir le contrôle dans toutes les situations, se mit à pleurer. Pas les larmes délicates d'une dame du Sud, mais des sanglots laids et désespérés qui secouaient tout son corps. « S'il te plaît, ne me fais pas choisir, murmura-t-elle, mais nous savions toutes qu'elle l'avait déjà fait. » Le son d'une tondeuse coupant mes cheveux, et je sus que j'avais perdu bien plus que mon apparence. La conscience revint lentement, comme si je remontais du fond d'un étang trouble. Ma bouche avait un goût de coton et de cuivre, et il y avait une étrange fraîcheur sur mon cuir chevelu que je ne pouvais pas identifier immédiatement. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux de ma chambre d'enfant semblait plus dure que d'habitude, et quand j'essayais de m'asseoir, le monde bascula dangereusement d'un côté. Le sédatif s'accrochait encore à mon système comme des toiles d'araignée, rendant chaque mouvement lent et déconnecté. Ce n'est que lorsque je balançais mes jambes par-dessus le bord du lit que je remarquais les cheveux des mèches épaisses et sombres éparpillés sur le parquet comme des feuilles mortes, captant la lumière du soleil d'une manière qui me souleva l'estomac. Ma main se porta instinctivement à ma tête, s'attendant à sentir le poids familier des ondulations mi-longues que je laissais pousser depuis 2 ans, spécifiquement pour ce jour. Au lieu de cela, ma paume rencontra une peau nue. Le trajet jusqu'au miroir de ma salle de bain ressemblait à la traversée d'un désert, chaque pas apportant un sentiment croissant d'effroi qui se cristallisa en horreur au moment où j'allumai la lumière du plafonnier. La femme qui me regardait était méconnaissable. Là où se trouvaient mes cheveux, il n'y avait que des plaques inégales de chaume et des marques rouges et irritées là où la tondeuse avait été pressée trop fort contre mon cuir chevelu. Mélissa ne s'était pas contentée de me couper les cheveux, elle m'avait scalpé avec la précision de quelqu'un qui voulait infliger un maximum de dégâts. Je levai des doigts tremblants pour tracer la géographie de ma destruction. La peau était tendre et à vif par endroits, avec de minuscules coupures qui avaient formé des croûtes pendant la nuit. Certaines zones étaient complètement chauves, tandis que d'autres avaient des touffes de cheveux ne dépassant pas un quart de pouce, créant un paysage d'humiliation qu'aucun maquillage ou éclairage stratégique ne pouvait dissimuler. La sensation de toucher mon propre cuir chevelu était étrangère et violente, comme si j'explorais le corps de quelqu'un d'autre. Mes doigts, habituellement doux grâce à des crèmes pour les mains coûteuses, semblaient rugueux et étrangers contre la texture inconnue de la peau exposée. La porte de la salle de bain grinça derrière moi, et je vis le reflet de ma mère rejoindre le mien dans le miroir. Margaret Montgomery semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, sa nuisette en soie froissée,
et son sang-froid soigneusement entretenu s'était fissuré comme une vieille peinture. Pendant un instant, aucune de nous ne parla. Nous nous contentions de regarder nos reflets, deux femmes debout dans les décombres d'une relation qui ne pourrait jamais être réparée. « Sarah, ma chérie », commença-t-elle, sa voix soigneusement modulée sur ce ton qu'elle utilisait lorsqu'elle tentait de gérer une crise lors d'un de ces événements caritatifs. « Tu es toujours belle, à ta manière. Les cheveux repoussent, et il y a de jolies perruques que nous pouvons trouver pour aujourd'hui. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. » Le rejet désinvolte de ma violation me frappa comme un coup physique. Elle était déjà en train de construire le récit, de fabriquer le mensonge qui protégerait la réputation de la famille tout en effaçant ma douleur. Avant que je puisse répondre, la voix de mon père s'éleva du couloir, froide et factuelle, comme s'il discutait de la météo. « Au moins aujourd'hui, tu ne l'éclipseras pas, » dit Charles Montgomery en apparaissant dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Il était déjà habillé pour le mariage, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son expression aussi vide d'émotion que jamais. « Mélissa mérite son moment de gloire, et franchement, tu as toujours été un peu trop dramatique sur le fait d'être le centre de l'attention. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations de compréhension qui se propagèrent jusqu'à atteindre les coins les plus profonds de ma mémoire. Ce n'était pas la première fois. Ça n'avait jamais été la première fois. Je me souvins de ma remise de diplôme du lycée, quand Mélissa avait fait une crise de nerfs parce que mon discours de major de promotion lui volait la vedette, et comment mes parents m'avaient suggéré de faire des remarques brèves pour qu'elle puisse faire la prière de clôture à la place. Je me souvins de mon acceptation à l'université d'Emory, une nouvelle qui fut enterrée parce que Mélissa avait obtenu son permis de conduire la même semaine et avait besoin de célébrer. Je me souvins des anniversaires où mes réussites étaient minimisées et des matins de Noël où ces cadeaux étaient toujours plus gros, toujours meilleurs, toujours accompagnés d'explications sur le fait qu'elle traversait une phase difficile et avait besoin d'une attention supplémentaire. Le schéma s'étendait sur des décennies, un fil continu de sacrifices de mon bonheur pour préserver l'ego fragile de Mélissa et l'image de mes parents en tant que famille ayant élevé avec succès 2 filles accomplies. Sauf qu'ils n'avaient pas élevé 2 filles accomplies. Ils avaient élevé une enfant chérie et un bouc émissaire, une princesse et une servante dont le seul but était de faire paraître la princesse meilleure en comparaison. Je serrai le bord en marbre du lavabo de la salle de bain jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, utilisant cet ancrage physique pour rester stable alors que tout le poids de ma situation s'abattait sur moi. C'était le jour de mon mariage, le jour que j'avais planifié pendant 2 ans, pour lequel j'avais dépensé des milliers de dollars et invité 200 personnes. Le jour qui était censé marquer le début de ma nouvelle vie en tant qu'épouse de David et ma dernière évasion de cette dynamique familiale toxique. Au lieu de cela, je ressemblais à une patiente atteinte d'un cancer ou en pleine crise de santé mentale, et mes propres parents se tenaient là, agissant comme si j'étais déraisonnable d'être contrarié. Mais alors que je regardais mon reflet, autre chose commença à émerger à côté du choc et de la douleur. Cela commença comme une petite flamme dans ma poitrine, pas plus grande que la lueur d'une bougie, mais elle grandit à chaque mot dédaigneux de mes parents et à chaque souvenir de trahison passée. Il ne s'agissait pas seulement de cheveux. Il s'agissait de 32 ans à m'entendre dire que mes sentiments n'avaient pas d'importance, que mes besoins étaient secondaires, que mon rôle dans cette famille était d'être invisible pour que Mélissa puisse être lumineuse. La flamme devint un feu, et le feu devint quelque chose de plus dur et de plus dangereux que la rage. Il devint détermination. Je posai ma main sur mon cuir chevelu et jurai, demain, ce seront eux qui trembleront. Debout dans cette salle de bain, fixant mon reflet détruit, les souvenirs affluèrent avec une clarté cristalline. Ce schéma de sacrifice et de favoritisme n'avait pas commencé la nuit dernière, il avait été la caractéristique déterminante de toute ma vie, tissée si harmonieusement dans notre dynamique familiale que je m'étais presque convaincu que c'était normal. Presque. J'avais 14 ans lorsque j'ai remarqué pour la première fois à quel point mes parents nous traitaient différemment. Au bal de printemps annuel du lycée de Magnolia Springs, Mélissa n'avait que 10 ans, mais elle était déjà la prunelle des yeux de tout le monde, avec sa cascade de boucles dorées et sa capacité à charmer les adultes avec des manières de « belle du Sud », étudiées qui semblaient lui venir aussi naturellement que de respirer. Le soir de mon bal de première année, j'avais économisé de l'argent de babysitting pour acheter une modeste robe bleue au centre commercial d'usine, et je me trouvais belle. Je me sentais confiante en entrant dans le gymnase décoré avec mon cavalier, Tommy Peterson, le garçon timide de ma classe de chimie qui avait bafouillé pendant 3 semaines avant de trouver le courage de m'inviter à danser. Mais quand je suis rentré à la maison ce soir-là, rayonnante du souvenir des slows et de la romance adolescente,
ma mère a à peine levé les yeux du canapé où elle aidait Mélissa à pratiquer sa posture pour un futur cotillon qui était encore à 4 ans. C'était bien, ma chérie, demanda Margaret distraitement, son attention entièrement concentrée sur l'ajustement des épaules de Mélissa. As-tu pensé à parler moins fort? Tu sais comment tu deviens quand tu es excité. Un peu trop animé pour une vraie dame du Sud. La critique m'a piqué, mais ce qui s'est passé la semaine suivante m'a piqué encore plus. Lorsque les photos du bal ont été distribuées à l'école, j'ai fièrement ramené à la maison la photo de Tommy et moi, pensant que mes parents voudraient peut-être l'exposer à côté des autres photographies de famille qui bordaient notre couloir. Au lieu de cela, ma mère y jeta un bref coup d'œil et dit « Oh, ma chérie, tu as l'air si sérieuse. » Mélissa aurait souri plus grand. Elle a une telle présence naturelle devant l'appareil photo. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais prendre des leçons de ta sœur sur la façon d'être plus charmante dans les situations sociales. Cette même année, Mélissa a commencé à suivre les cours de cotillon junior au country club, où elle est rapidement devenue l'élève vedette. Chaque jeudi soir, mes parents l'habillaient de minuscules gants blancs et d'une robe rose, la conduisant au club pendant que je restais à la maison pour finir mes devoirs. À leur retour, la conversation au dîner tournait entièrement autour des progrès de Mélissa, de la façon dont l'instructeur avait loué sa grâce naturelle, de la façon dont les autres parents avaient commenté son aplomb. J'ai appris à manger rapidement et à m'excuser avant que les rapports élogieux ne commencent, me retirant dans ma chambre où je pouvais me concentrer sur mes études sans le rappel constant que mes réussites académiques étaient apparemment moins remarquables que la capacité de ma sœur de 10 ans à faire la révérence correctement. Les disparités financières sont devenues impossibles à ignorer pendant nos années de lycée. Quand Mélissa a eu 16 ans, nos parents l'ont surprise avec une BMW blanc perle flambant neuve, avec un énorme nœud rouge attaché à l'antenne. Ils la lui ont présentée un mardi de mars au hasard, prétendant que c'était un cadeau d'anniversaire anticipé parce qu'ils avaient trouvé une si bonne affaire et voulaient s'assurer qu'elle avait un moyen de transport fiable pour toutes ses activités sociales. Tout le quartier est sorti pour admirer la voiture, et Margaret a passé l'après-midi à prendre des photos de Mélissa posant à côté, les téléchargeant sur toutes les plateformes de médias sociaux auxquelles elle pouvait accéder. Pendant ce temps, j'avais travaillé 25 heures par semaine chez Grown for Happiness, le café local du centre-ville, économisant chaque centime pour les frais d'inscription à l'université et espérant constituer un pécule suffisant pour compléter toute aide financière que je pourrais recevoir. Quand j'ai demandé à mes parents d'avoir une voiture, ou même d'emprunter de l'argent pour une d'occasion, mon père m'a tendu un horaire de bus et m'a dit que les transports en commun m'enseigneraient de précieuses compétences de vie sur la gestion du temps et la responsabilité personnelle. Il l'a dit sur le ton de quelqu'un qui dispense la sagesse, comme si me faire attendre 40 minutes pour un bus dans l'humidité de la Géorgie était une sorte d'exercice de formation du caractère qui bénéficierait finalement à mon développement moral. La pire trahison est survenue pendant ma dernière année de lycée, lorsque j'ai reçu la notification que j'avais obtenu le Peachtree Scholar Award, une bourse d'études complète à l'université de Géorgie qui n'était accordée qu'à 12 étudiants dans tout l'État. J'étais plus que ravi. Cette bourse couvrirait non seulement les frais de scolarité, mais aussi le logement, la nourriture et les livres, garantissant essentiellement ma liberté et mon avenir sans accabler financièrement ma famille. Je suis rentré chez moi en courant avec la lettre, flottant presque à travers la porte d'entrée, prête à partager la meilleure nouvelle de ma vie avec les personnes qui étaient censées m'aimer et me soutenir le plus. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, en train de télécharger des photos sur le groupe Facebook du quartier de Magnolia Hills. Mais au lieu de célébrer ma bourse, elle postait une série de photographies professionnelles de Mélissa dans sa robe de bal de promo junior, une superbe robe émeraude qui avait coûté plus que ce que je gagnais en 3 mois au café. Les légendes s'extasiaient sur la beauté naturelle de Mélissa et son brillant avenir, mentionnant à quel point la famille était fière d'avoir une étoile si brillante représentant les valeurs de notre communauté. Je suis resté là, tenant ma lettre de bourse, regardant ma mère rédiger poste après poste sur la robe de Mélissa, ses cheveux, sa carrière potentielle de mannequin, son teint parfait. Quand je l'ai finalement interrompu pour partager ma nouvelle, Margaret a jeté un bref coup d'œil à la lettre et a dit « Oh, c'est bien, ma chérie. Très pratique. Maintenant, penses-tu que je devrais mentionner que la robe de Mélissa était en vedette dans la vitrine de la boutique, ou est-ce que ça aurait l'air trop vantard ?» Ce soir-là, j'ai cherché sur le groupe Facebook du quartier toute mention de ma bourse. Il n'y avait rien. Pas un seul mot sur la réussite académique qui allait changer la trajectoire de toute ma vie. Mais il y avait 17 photos de Mélissa dans cette robe émeraude, chacune recueillant des dizaines de j'aime et de commentaires sur la chance de notre famille d'avoir une si belle fille. Il y avait quelque chose de cette année-là que je n'avais jamais pardonné, et maintenant, cela revenait, plus vif que jamais.
Les souvenirs de ces années se sont cristallisés en une douloureuse compréhension de la raison exacte pour laquelle mes parents avaient été prêts à me droguer et à m'humilier à la veille de mon mariage. Pour la famille Montgomery, la réputation n'était pas seulement importante, elle était tout. C'était la monnaie qui leur achetait le respect au country club, l'influence à l'église et l'autorité dans notre communauté privée. Et ils avaient passé des décennies à construire cette réputation sur la base de ce que tout le monde croyait être une famille parfaite. Le poste de mon père en tant que président de l'association des propriétaires de Magnolia Hills n'était pas seulement un rôle de bénévole, c'était son trône. Chaque troisième jeudi du mois, notre salle à manger formelle se transformait en un centre de commandement où Charles Montgomery régnait sur les valeurs immobilières, les violations d'aménagements paysagers et les clauses sacrées qui maintenaient notre quartier immaculé. Je l'avais observé orchestrer ces réunions depuis l'enfance, observant comment il maniait son autorité avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Il se tenait à la tête de notre table en acajou, désignant des rapports imprimés et des plans architecturaux tandis que les autres membres du conseil buvaient ses paroles. Pendant ces rassemblements, ma mère glissait entre la cuisine et la salle à manger, servant son célèbre gâteau aux pralines et son thé glacé dans des verres en cristal qui appartenaient à sa famille depuis 4 générations. Elle ne parlait jamais pendant les délibérations officielles, mais sa présence était essentielle à la performance. Margaret Montgomery était l'incarnation vivante de l'hospitalité du Sud, l'hôtesse gracieuse dont l'existence même prouvait que les valeurs traditionnelles et la stabilité familiale prospéraient encore dans notre monde en rapide évolution. Les autres épouses la complimentaient surtout, de ses arrangements floraux aux réalisations de ses filles, et elle se dérobait avec une modestie étudiée tout en s'assurant que chaque détail positif sur notre famille était subtilement tissé dans la conversation. Les réunions du comité de l'église suivaient un schéma similaire, bien qu'avec une couche supplémentaire d'autorité morale qui rendait mes parents pratiquement intouchables dans notre communauté. La First Baptist Church de Magnolia Springs n'était pas seulement l'endroit où nous pratiquions notre culte, c'était là que les hiérarchies sociales étaient établies et maintenues à travers un réseau complexe de postes de comité, de rôles de bénévoles et de contributions financières. Mon père avait été diacre pendant 15 ans, tandis que ma mère dirigeait l'auxiliaire des dames et organisait la vente aux enchères caritatives annuelles qui levaient des fonds pour le ministère des enfants. Ensemble, ils représentaient tout ce que la congrégation aspirait à être, réussi, dévoué et béni d'une famille qui reflétait la faveur de Dieu. J'avais perdu le compte du nombre de fois où mes parents avaient été cités en exemple lors des sermons ou des cours de catéchisme. Le pasteur Williams parlait de l'importance d'élever des enfants avec de fortes valeurs chrétiennes, et inévitablement, quelqu'un mentionnait à quel point l'Église avait de la chance d'avoir des familles comme les Montgomery, qui avaient produit 2 filles destinées à un brillant avenir. L'ironie était suffocante. Notre famille était présentée comme un modèle d'amour et de soutien chrétien, alors que la réalité, derrière les portes closes, était la manipulation, le favoritisme et l'abus émotionnel déguisés en loyauté familiale. Le mariage lui-même avait été planifié comme la performance ultime, une grande finale à des décennies de gestion d'image soignée. Quand David et moi avons annoncé nos fiançailles il y a 18 mois, ma mère a immédiatement commencé à traiter l'événement comme une campagne politique, avec des listes d'invités qui se lisaient comme un OSO de la société de Magnolia Springs. La liste d'invitations comprenait non seulement la famille et les amis, mais aussi toutes les personnes influentes de notre communauté, le maire et sa femme, le président de la banque, le conseil d'administration du country club et, naturellement, le pasteur Williams et toute sa famille. Margaret avait expliqué qu'un mariage était l'occasion de célébrer nos bénédictions tout en démontrant la prééminence continue de notre famille dans le tissu social de notre ville. Elle avait choisi le Magnolia Hills Country Club comme lieu, spécifiquement parce que c'était l'endroit le plus prestigieux de notre région, le genre d'endroit où l'exclusivité se mesurait non seulement par les frais d'adhésion mais par l'héritage générationnel. La salle de bal où ma réception aurait lieu avait accueilli les célébrations de mariage des filles de sénateurs et des enfants de PDG de Fortune 500. Avoir notre célébration familiale dans cet espace sacré cimenterait notre statut parmi l'élite de la communauté tout en fournissant la toile de fond parfaite pour les centaines de photographies qui orneraient finalement nos cartes de Noël et nos comptes de médias sociaux pour les années à venir. Mais maintenant, debout dans la salle de bain de mon enfance, avec mon cuir chevelu portant les preuves de la vraie nature de ma famille, je comprenais que ce mariage n'avait jamais été question de célébrer mon bonheur ou d'honorer ma relation avec David. C'était censé être l'accomplissement suprême de la marque de la famille Montgomery, une démonstration spectaculaire de notre capacité à élever des filles belles et réussies qui se mariaient bien et reflétaient positivement leur éducation. La jalousie de Mélissa et la volonté de mes parents de s'y plier avaient révélé la laide vérité sous des décennies de façades soigneusement entretenues. Alors que je regardais mes parents planer dans l'embrasure de la salle de bain,
j'ai remarqué quelque chose qui aurait pu m'échapper dans le choc immédiat de la découverte, aucun d'eux ne pouvait regarder directement ma tête. Mon père gardait les yeux fixés sur un point juste au-dessus de mon épaule gauche, tandis que ma mère fixait intensément son propre reflet dans le miroir, comme si voir ma destruction pouvait en quelque sorte contaminer sa propre apparence. Ils calculaient déjà les dommages à leur réputation, élaborant déjà des explications et des plans d'urgence pour minimiser les retombées sociales de ce qu'ils avaient fait. La prise de conscience m'a frappé comme un éclair. Ils ne s'inquiétaient pas de ma douleur ou de mon humiliation, ils étaient terrifiés que leur image soigneusement construite puisse s'effondrer lorsque 200 de leurs amis les plus proches et de leurs contacts sociaux les plus importants verraient ce qu'ils avaient laissé arriver à leur fille aînée. La scène même qu'ils avaient conçue pour mettre en valeur la perfection de leur famille deviendrait plutôt la plateforme de leur destruction complète. S'ils vénéraient l'image, je les détruirais sur cette même scène, sous les lumières aveuglantes. Le bruit de pas sur les escaliers en bois interrompit le silence tendu qui s'était installé dans ma salle de bain comme un linceul. Mes parents se redressèrent immédiatement, leurs visages se transformant en masques de normalité désinvolte avec l'aisance exercée de décennies de performance sociale. Mais je reconnus ces pas particuliers mesurés, délibérés et complètement non intimidés par le drame soigneusement orchestré de la famille Montgomery. Tante Ruth était arrivée. Ruth Montgomery Whitfield était la sœur aînée de mon père, une femme qui avait gagné son indépendance grâce à 40 ans d'enseignement de l'anglais au lycée et qui n'avait jamais ressenti le besoin de s'excuser pour dire des vérités dérangeantes. À 68 ans, elle se déplaçait dans le monde avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait été témoin de suffisamment de secrets de famille pour être choqué par très peu de choses. Contrairement à mes parents, qui mesuraient leur valeur par l'approbation de la communauté et le statut social, Ruth avait construit sa vie autour des livres, des étudiants et d'un petit cercle d'amitié sincère qu'il avait soutenu pendant des décennies à observer le dysfonctionnement de la famille Montgomery depuis la périphérie. Eh bien, dit-elle en apparaissant dans l'embrasure de la salle de bain, ses cheveux argentés tirés en arrière dans son chignon soigné caractéristique et ses yeux bleus observant la scène avec la précision analytique de quelqu'un qui évalue une œuvre littéraire particulièrement complexe. Je vois que nous avons un matin plutôt dramatique. Ma mère se lança immédiatement en mode gestion de crise, sa voix prenant ce ton artificiellement enjoué qu'elle utilisait pour essayer de convaincre les gens que les catastrophes étaient en fait des bénédictions déguisées. Ruth, Dieu merci, tu es là tôt. Sarah a eu un petit accident avec des ciseaux hier soir, tu sais comment les mariées peuvent être nerveuses, et nous sommes juste en train de trouver la meilleure façon de coiffer ce qui reste pour la cérémonie. Le mensonge était si flagrant, si insultant pour l'intelligence de tout le monde, que je sentis une nouvelle vague de rage m'envahir. Mais Ruth se contenta de lever un sourcil argenté et entra complètement dans la salle de bain, sa présence changeant immédiatement l'équilibre du pouvoir dans la pièce. Elle avait une façon d'occuper l'espace qui faisait que tout le monde se sentait plus petit et moins important, non pas par intimidation, mais par l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à enseigner à des adolescents et avait donc développé une immunité à la manipulation et à la tromperie. Charles, Margaret, dit-elle, sa voix portant le même ton qu'elle avait probablement utilisé avec d'innombrables élèves pris en train de tricher aux examens, je pense que Sarah et moi avons besoin de quelques minutes seules. Peut-être pourriez-vous descendre et commencer à préparer le petit déjeuner pour vos invités. Ce n'était pas une suggestion, et tout le monde dans la pièce le comprit. Mes parents échangèrent un rapide regard, le genre de communication sans mots que les couples mariés depuis longtemps développent, avant de se retirer à contre-cœur de la salle de bain. Je pouvais entendre leur conversation chuchotée commencer avant même qu'ils n'atteignent les escaliers, élaborant sans aucun doute leur prochaine stratégie pour contenir les dommages à leur réputation. Ruth attendit que le bruit de leurs pas s'estompe avant de fermer la porte de la salle de bain d'un léger clic. Puis elle plongea la main dans le grand sac en toile qu'elle portait toujours et en sortit une collection de foulards en soie de différentes teintes de bleu et de gris, leur tissu si doux et si fin qu'ils semblaient capter et retenir la lumière du matin. Sans dire un mot, elle s'approcha de moi et commença à draper doucement l'un des foulards autour de ma tête, ses mouvements tendres et prudents d'une manière qui me serra la gorge d'une émotion inattendue. « Je suis au courant de ça depuis longtemps », dit-elle doucement, ses doigts travaillant avec une habileté exercée pour arranger le foulard d'une manière qui couvrait mon cuir chevelu tout en ayant l'air élégant et intentionnel. Pas les détails spécifiques de la nuit dernière, mais le schéma. Le favoritisme. La façon dont ils ont toujours été prêts à sacrifier ton bonheur pour préserver l'ego de Mélissa et leur propre statut social. Ces mots libérèrent quelque chose en moi, et je me retrouvai à me pencher contre son contact comme un enfant cherchant du réconfort auprès du seul adulte qu'il avait jamais offert sans condition ni attente. Ruth avait toujours été l'exception de la famille, la Montgomery qui avait choisi les livres plutôt que les bébés, la carrière plutôt que le mariage, et la vérité plutôt que la convenance sociale.
Pendant mon enfance, elle avait été celle qui se souvenait de mes réussites académiques et célébrait mes petites victoires avec le genre d'enthousiasme sincère que mes parents réservaient exclusivement aux triomphes sociaux de Mélissa. Le fait est, ma chérie, continua Ruth, fixant maintenant le foulard avec une petite épingle en forme de feuille d'argent, que la technologie a changé la donne. De nos jours, tout est enregistré. Tes parents ont installé ce nouveau système de caméra de sonnette le mois dernier, tu sais, le genre qui enregistre toujours, qui surveille toujours. La technologie est comme un témoin silencieux maintenant, capturant des vérités que les gens pensent pouvoir cacher. Les implications de ces paroles me frappèrent immédiatement. Si la caméra de la sonnette avait enregistré la nuit dernière, elle aurait capturé l'ultimatum de Mélissa, la conversation de mes parents, peut-être même le son de la tondeuse. Des preuves réelles, indéniables, de ce qui m'avait été fait, et pourquoi. Pour la première fois depuis mon réveil, je ressentis autre chose que le désespoir et la rage. Je sentis poindre une possibilité. Ruth sembla lire dans mes pensées, car elle sourit avec l'expression satisfaite d'un professeur regardant un élève arriver à la bonne conclusion. Il se trouve que je connais ce jeune homme qui s'occupe de l'équipement audiovisuel au Country Club, Tommy Chen. Il a obtenu son diplôme de ma classe d'anglais avancé il y a 3 ans. Un garçon brillant, très doué avec la technologie, et absolument dévoué à l'idée que la vérité doit prévaloir sur la commodité. Je pense qu'il pourrait être très intéressé à t'aider à préparer une petite performance privée pour cet après-midi. Tandis qu'elle parlait, la main de Ruth se mit à caresser mon cuir chevelu à travers le tissu doux du foulard, son contact portant tout le réconfort maternel qui avait manqué dans les interactions de ma vraie mère. C'était un geste si simple et pourtant si profond qu'il me fit réaliser à quel point j'avais été affamé d'affection sincère, que quelqu'un me touche avec gentillesse plutôt qu'avec manipulation ou contrôle. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, Sarah, dit-elle, sa voix portant le poids de décennies de sagesse et la promesse d'un soutien indéfectible. Certaines batailles ne peuvent pas être gagnées par le silence et la soumission. Parfois, la seule façon de briser un cycle est de projeter une lumière si vive que tout le monde peut voir exactement ce qui se passait dans l'ombre. Je relevai la tête. Peut-être que je n'étais pas seul, et l'obscurité commençait à se dissiper. Les mots de Ruth résonnaient dans mon esprit alors qu'elle sortait discrètement de la salle de bain, me laissant seul avec mon reflet et une clarté que je ne possédais pas une heure plus tôt. La femme qui me regardait n'était plus une victime, c'était quelqu'un avec des options, des alliés, et surtout, avec l'intelligence de transformer ce désastre en quelque chose de bien plus puissant que ma famille n'aurait jamais pu l'imaginer. Je levai la main et retirai soigneusement le foulard en soie de Ruth, étudiant mon crâne nu sous la lumière crue de la salle de bain. Ce qui avait été fait pour m'humilier pourrait devenir ma plus grande arme. La robe de mariée suspendue dans mon placard avait été choisie des mois auparavant, lors d'une séance de shopping qui s'était transformée en une autre bataille entre mes préférences et la vision de ma mère de ce à quoi une mariée Montgomery devait ressembler. Elle avait insisté pour quelque chose d'élaboré et de traditionnel, avec des couches de tulle et des perles complexes qui seraient magnifiques en photo et démontreraient le goût raffiné de notre famille. J'avais voulu quelque chose de plus simple, de plus élégant, mais j'avais finalement fait un compromis sur une robe qui satisfaisait son besoin de spectacle tout en me semblant authentiquement mienne. Maintenant, en regardant cette robe avec un nouveau regard, je réalisais qu'elle était parfaite pour une raison entièrement différente. La robe était confectionnée en soie ivoire, avec des lignes épurées et minimalistes qui mettaient en valeur la personne qui la portait plutôt que de l'écraser. L'encolure était modeste mais frappante, et surtout, elle était accompagnée d'un voile cathédral fait du tulle le plus fin, si transparent qu'il en était presque invisible. Ma mère avait insisté sur le voile spectaculaire, affirmant qu'il créerait des photographies époustouflantes en traînant derrière moi dans l'allée. Elle l'avait imaginé encadrant mon visage et mes cheveux comme un nuage de beauté éthérée. Au lieu de cela, il servirait de toile de fond parfaite à ma révélation. Alors que je tenais le voile près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil matinal filtrer à travers son tissage délicat, je réalisais que tenter de cacher mon état ne ferait que donner à ma famille ce qu'elle voulait, ma honte, ma soumission, ma volonté de disparaître pour que leur réputation puisse rester intacte. Mais porter le voile d'une manière qui mettrait en valeur plutôt que de dissimuler mon crâne nu transformerait leur acte de cruauté en ma déclaration d'indépendance. Le tissu transparent capterait la lumière et attirerait l'attention sur ce qu'ils avaient fait, le rendant impossible à manquer ou à ignorer pour quiconque. Je commençais à expérimenter différentes façons d'arranger le voile, découvrant que lorsqu'il était positionné correctement, il créait un effet presque éthéré qui donnait à ma tête nue un air intentionnel et saisissant, plutôt que tragique. La brise matinale qui flottait par la fenêtre de ma chambre semblait différente maintenant, alors qu'elle passait sur mon cuir chevelu.
Pas comme une violation, mais comme une liberté. Il y avait quelque chose de libérateur à sentir l'air contre une peau qui avait été cachée sous les cheveux pendant 3 décennies, comme si je percevais le monde à travers un sens complètement nouveau. Chaque petit courant d'air me rappelait que j'étais vivante, que je faisais des choix, que je n'étais plus la destinataire passive de la manipulation de ma famille. Mais j'étais trop stratégique pour me fier uniquement à l'impact visuel de mon apparence. La mention par Ruth de la caméra de sonnette avait déclenché un plan qui devenait de plus en plus sophistiqué d'heure en heure. Je devais aborder cette situation avec le même calcul minutieux qui m'avait valu une bourse d'études complète et une carrière réussie en marketing. L'impulsion et l'émotion avaient leur place, mais une victoire durable nécessitait une planification, des preuves et de multiples stratégies de rechange. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à esquisser 2 scénarios distincts, traitant cela comme n'importe quelle présentation professionnelle à enjeux élevés que j'avais jamais faite. L'option A était la voie de la moindre résistance, procéder à la cérémonie de mariage comme prévu, maintenir la précieuse image de la famille et gérer les conséquences en privé, par le biais de conversations qui pourraient être niées ou déformées plus tard. Cette option préservait le statu quo social et évitait un drame public immédiat, mais elle signifiait aussi que le comportement de mes parents resterait impuni, et qu'ils considéreraient probablement ma conformité comme une permission de continuer à me traiter comme une personne sacrifiable. L'option 2 était bien plus dangereuse, mais potentiellement bien plus efficace, utiliser la réception de mariage comme une plateforme pour révéler la vérité sur ce qui s'était passé, étayée par toutes les preuves que Ruth et moi pourrions rassembler. Cette approche comportait des risques importants, elle pouvait détruire des relations, créer des ruptures familiales durables et certainement mettre fin à tout espoir de maintenir la façade paisible qui avait défini l'image publique de notre famille pendant des décennies. Mais elle offrait aussi la possibilité d'une véritable responsabilisation et la chance de briser un schéma d'abus qui s'était clairement répété à travers les générations. La clé pour que l'option 2 fonctionne serait le timing et la présentation. Je devais m'assurer que la cérémonie de mariage elle-même se déroule normalement, à la fois pour honorer mon engagement envers David et pour éviter de donner à mes parents l'occasion de saboter l'événement avant que je puisse révéler la vérité. Mais pendant la réception, lorsque tous les leaders de notre communauté et les personnalités influentes seraient rassemblés en un seul endroit, lorsque les caméras tourneraient et que des souvenirs se créeraient, ce serait le moment de laisser la vérité parler d'elle-même. J'ai sorti mon téléphone et composé un SMS soigneusement formulé à Tommy Chen, le technicien audiovisuel que Ruth avait mentionné. Je me souvenais vaguement de lui de l'église, un jeune homme calme et sérieux qui m'avait toujours semblé avoir de fortes convictions morales et peu de patience pour l'injustice. Mon message était simple et direct, Tommy, c'est Sarah Montgomery. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important aujourd'hui. Peux-tu me rencontrer en privé avant la réception, et s'il te plaît, n'en parle à personne d'autre pour l'instant. Sa réponse est revenue en quelques minutes, bien sûr, Miss Sarah. Je serai en train d'installer l'équipement au club vers midi. Quoi que vous ayez besoin. J'ai suivi avec un autre SMS, les mots ressemblant à une arme chargée alors que je les tapais, ne diffusent que lorsque je hoche la tête. Pas avant. Dehors, par la fenêtre de ma chambre, le soleil montait plus haut dans le ciel de Géorgie, peignant tout dans des tons d'or et de promesses. Dans quelques heures, 200 personnes se rassembleraient pour assister à ce qu'elles croyaient être une célébration de l'amour et de l'unité familiale. Elles n'avaient aucune idée qu'elles étaient sur le point d'assister à quelque chose de bien plus significatif, le moment où le silence est devenu parole, où les secrets sont devenus vérité, où une victime est devenue une victorieuse. L'aube du mariage se levait, et je ne tremblais plus. Seul un feu brûlait dans mon cœur. À 10 heures ce matin-là, la suite nuptiale du Magnolia Hills Country Club s'était transformée en une ruche d'activités soigneusement orchestrées qui s'arrêta brusquement au moment où j'entrais. Mes 3 demoiselles d'honneur, des amis d'université qui étaient venus d'Atlanta pour le week-end, étaient déjà vêtues de leurs robes vert sauge, discutant tranquillement avec Francine Bordeaux, la maquilleuse que ma mère avait fait venir de Savannah spécifiquement parce qu'elle s'était occupée des filles de 3 sénateurs d'État. La conversation s'est tue instantanément lorsqu'elles m'ont vu, leur visage passant par des expressions de choc, de confusion et d'horreur à peine dissimulées en découvrant mon apparence. Francine fut la première à se ressaisir, sa formation professionnelle prenant le dessus alors qu'elle posait ses pinceaux de maquillage et s'approchait de moi avec les mouvements prudents de quelqu'un naviguant sur un champ de mine. C'était une petite femme dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et le genre d'apparence soignée qui venait de décennies passées à rendre les autres belles pour leurs moments les plus importants. Sa réputation dans les cercles de la société du Sud était légendaire, elle était l'artiste qui avait peint des visages pour des bals de débutantes, des collectes de fonds politiques et des galas de charité d'Atlanta à Charleston. Jamais, au cours de son illustre carrière,
on ne lui avait demandé de travailler avec une mariée complètement chauve. « Oh, ma chérie, dit-elle, sa voix portant ce mélange particulier de sympathie et de professionnalisme que les femmes du Sud maîtrisent avant la quarantaine. Qu'est-il donc arrivé à tes beaux cheveux ?» Avant que je puisse répondre, ma demoiselle d'honneur, Jessica, s'avança, son expression passant du choc à une colère protectrice. Jessica avait été ma colocataire à l'université de Géorgie et était l'une des rares personnes à vraiment comprendre la dynamique de ma famille. Elle avait assisté à suffisamment de réunions de la famille Montgomery pour reconnaître la manipulation quand elle en voyait, et son instinct de journaliste l'alertait clairement que quelque chose n'allait pas du tout dans l'histoire officielle. « Sarah, dis-moi que ce n'était pas une sorte d'accident, dit-elle, la voix tendue par une fureur contenue. Parce que si quelqu'un t'a fait ça délibérément, on appelle la police tout de suite. » Les autres demoiselles d'honneur, Amanda et Caroline, échangèrent des regards inquiets avant qu'Amanda ne murmure ce qu'elles pensaient toutes, ça ne semble pas normal. Je veux dire, cette famille a toujours été si axée sur les apparences et l'hospitalité du Sud. Quel genre de famille laisse une chose pareille arriver à leur fille le jour de son mariage? C'est comme si tout ce que nous pensions savoir sur la grâce du Sud et le soutien familial venait d'être bouleversé. Son commentaire touchait la vérité de plus près qu'elle ne le réalisait. L'idée qu'une famille respectable du Sud permettrait à sa fille aînée d'apparaître à son mariage avec une apparence autre que parfaite était si étrangère à leur compréhension de notre culture qu'elles avaient du mal à traiter ce qu'elles voyaient. Dans leur monde, les familles se rassemblaient autour des mariés, les protégeaient, s'assuraient que le jour de leur mariage était impeccable. Le fait que je sois debout devant elles, avec l'air d'avoir subi une sorte de traumatisme, remettait en question tout ce qu'elles croyaient sur la loyauté familiale et les valeurs du Sud. Caroline sortit son téléphone et je pouvais voir ses doigts bouger rapidement sur l'écran. En quelques minutes, elle montrait à Amanda quelque chose qui les fit toutes deux sursauter. « Regarde ça », dit Caroline en tournant son téléphone vers Jessica. Le groupe Facebook du quartier est déjà en ébullition. Quelqu'un a posté une photo de l'arrivée de Sarah ce matin, et les commentaires sont « Eh bien, ils ne sont pas exactement favorables à ta famille. » Je m'approchai pour voir ce qui avait capté leur attention, et mon estomac se serra en lisant les commentaires qui apparaissaient en temps réel sur le groupe Facebook de surveillance du quartier de Magnolia Hills. Quelqu'un avait clairement pris une photo de moi marchant de ma voiture à l'entrée du club, et l'image montrait mon état avec des détails frappants. Les commentaires allaient de la sympathie choquée à la critique à peine voilée de mes parents, des voisins de longue date se demandant comment une telle chose pouvait arriver à une famille qu'ils avaient toujours considérée comme le parangon des valeurs communautaires. Cette famille était toujours si parfaite, pourtant, lisait-on dans un commentaire qui avait déjà recueilli 15 j'aime. Ça vous fait vous demander ce qui se passe vraiment derrière les portes closes dans ces grandes maisons. Un autre voisin avait écrit « Quelque chose ne colle pas ici. Margaret Montgomery ne laisserait jamais sa fille apparaître en public avec une apparence autre qu'impeccable, à moins que quelque chose de terrible ne se soit produit. » La spéculation se propageait comme une traînée de poudre, chaque nouveau commentaire ajoutant du carburant au sentiment croissant que la réputation soigneusement entretenue de la famille Montgomery commençait à se fissurer sous l'examen. Francine se racla la gorge, ramenant notre attention sur la situation immédiate. « Eh bien, quoi qu'il se soit passé, nous devons nous concentrer sur le fait de te rendre absolument magnifique pour ton grand jour, dit-elle, son ton passant en mode résolution de problème. J'ai travaillé avec des patientes atteintes de cancer et des actrices qui se sont rasées la tête pour des rôles. Nous pouvons absolument créer quelque chose de beau ici. » Mais je levai la main, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse continuer avec ce que je savais être des suggestions de dissimulation, perruque ou coiffe élaborée conçue pour cacher ce qui m'avait été fait. Le feu qui montait dans ma poitrine depuis l'aube brûlait maintenant régulièrement, alimentant une confiance que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était mon moment de choisir qui je voulais être, la victime qui se cachait dans la honte ou la femme qui transformait son traumatisme en force. « Francine, dis-je, ma voix claire et stable d'une manière qui me surprit même moi-même, je ne veux pas que tu caches quoi que ce soit. Je veux que tu me donnes l'air forte, puissante, comme une héroïne de conte de fées qui a traversé une bataille et en est sortie victorieuse. Je veux que chaque personne dans cette cérémonie me regarde et voie le courage, pas la tragédie. » La pièce retomba dans le silence, mais cette fois, l'énergie était différente. Au lieu du choc et de la pitié, je pouvais sentir quelque chose comme de l'admiration commencer à émaner des femmes autour de moi. Jessica sourit pour la première fois ce matin-là, une expression féroce qui me dit qu'elle comprenait exactement ce que je prévoyais de faire. La porte s'ouvrit, le marié entra, toute la pièce retint son souffle, attendant sa réaction.
David Harrison resta figé dans l'embrasure de la porte pendant ce qui sembla une éternité, ses mains agrippant toujours la poignée en laiton tandis que ses yeux embrassaient la scène devant lui. Il était déjà vêtu de son smoking gris anthracite, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, et son visage portait l'expression d'un homme qui était venu voler un moment privé avec sa fiancée avant leur cérémonie. Au lieu de cela, il se retrouvait face à une réalité à laquelle aucune planification de mariage n'aurait pu le préparer. Le silence dans la pièce était assourdissant alors que mes demoiselles d'honneur, Francine et moi attendions de voir comment l'homme que j'allais épouser réagirait en découvrant que sa fiancée avait été dépouillée de tout ce que la société traditionnelle du Sud considérait comme essentiel à la beauté féminine. Les yeux de David passèrent lentement de mon visage à mon crâne nu, puis de nouveau à mes yeux, et je vis une douzaine d'émotions différentes scintiller sur ses traits. Il y avait du choc, certainement, mais aussi quelque chose de plus profond et de plus complexe, une sorte de reconnaissance qui semblait traverser la surface de ce qu'il voyait pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de cheveux, de beauté ou de la perfection du jour du mariage. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus fondamental, quelque chose qui définirait non seulement le jour de notre mariage, mais toute la fondation de notre union. Il entra complètement dans la pièce et ferma la porte derrière lui avec un soin délibéré, sans jamais quitter mon visage des yeux. Les demoiselles d'honneur reculèrent instinctivement, créant un espace autour de nous comme si elles comprenaient que ce moment appartenait à David et moi seuls. Même Francine s'occupa à organiser sa trousse de maquillage, nous donnant l'illusion de l'intimité dans la salle de préparation bondée. « Sarah » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, et je pouvais entendre des années d'amour et d'engagement dans la façon dont il prononçait mon nom. David s'avança vers moi avec les pas prudents de quelqu'un approchant un animal blessé, non pas parce qu'il avait peur de moi, mais parce qu'il semblait comprendre intuitivement que je fonctionnais à l'adrénaline et à la détermination pure, et qu'un seul mot ou geste déplacé pourrait briser le fragile sang-froid que j'avais construit autour de moi. Quand il m'atteignit, il ne toucha pas immédiatement ma tête ni ne demanda ce qui s'était passé. Au lieu de cela, il prit mes deux mains dans les siennes et les serra fort, ses pouces faisant de petits cercles sur mes jointures dans le même geste apaisant qu'il avait utilisé pendant les moments les plus stressants de notre relation. Ses mains étaient chaudes et stables, et je réalisais à quel point j'avais eu besoin de cet ancrage physique, de ce rappel que tout le monde dans ma vie n'était pas capable de me trahir. « Veux-tu annuler le mariage » demanda-t-il, sa voix gagnant en force mais restant assez douce pour que seul moi puisse l'entendre. « La décision t'appartient, Sarah, entièrement. Je te suivrai n'importe où, jusqu'à l'hôtel, jusqu'au parking, jusqu'à un autre état si c'est ce dont tu as besoin. Rien de tout cela n'a d'importance pour moi, sauf ce que tu veux et ce qui te fait te sentir en sécurité. » L'offre était si inattendue, si complètement contraire à tout ce que j'avais été conditionné à attendre de cette journée, que je sentis les larmes me monter aux yeux pour la première fois depuis mon réveil ce matin-là. David ne posait pas de questions sur les photographes, les invités, les acomptes ou les implications sociales de l'annulation d'un mariage que la moitié de Magnolia Springs attendait depuis des mois. Il posait des questions sur moi, sur mon confort, sur mon pouvoir d'agir dans une situation où tout le monde semblait déterminé à prendre des décisions en mon nom. « Ils m'ont drogué » dis-je, les mots sortant d'un trait avant que je puisse y réfléchir à deux fois. « Hier soir, mes parents m'ont donné du thé avec quelque chose dedans pour me faire dormir. Et puis Mélissa les a menacés. Elle a dit que s'ils ne me coupaient pas les cheveux, elle quitterait la famille pour toujours. Alors ils l'ont choisi. Ils ont choisi de m'humilier le jour de notre mariage parce que la garder heureuse était plus important que de me protéger. » Ma voix tremblait en parlant, mais mes yeux restaient fixés sur le visage de David, guettant tout signe de doute, d'incrédulité, ou le genre de scepticisme rationnel qui pourrait le pousser à suggérer que je surréagissais ou que je comprenais mal la situation. Au lieu de cela, je vis sa mâchoire se contracter de colère et sa prise sur mes mains devenir plus protectrice, comme s'il essayait de me protéger de tout mal supplémentaire par pure détermination physique. « Mon Dieu » souffla-t-il, et je pouvais le voir traiter les implications de ce que je venais de lui dire. David avait toujours été analytique, le genre d'homme qui abordait les problèmes systématiquement et cherchait des solutions logiques. Mais ce n'était pas un problème qui pouvait être résolu avec la raison ou le compromis. C'était un acte de cruauté délibéré, commis par les personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger le plus. « Je suis avec toi, pas avec une image, » dit-il, sa voix prenant la qualité ferme que je l'avais entendu utiliser dans les réunions d'affaires quand il devait établir sa position sur des questions non négociables. « Je ne suis pas tombé amoureux de tes cheveux, de la réputation de ta famille, ou de leur idée de ce à quoi une vraie mariée du Sud devrait ressembler. Je suis tombé amoureux de ton intelligence, de ta gentillesse, de ta force, et de ta capacité à voir clair dans le baratin quand tout le monde prétend que tout va bien. »
Il relâcha l'une de mes mains pour me caresser doucement la joue, son pouce essuyant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Tu es belle, Sarah. Tu es belle parce que tu es toi, pas parce que tu corresponds à un modèle que d'autres ont créé. Et si ta famille ne peut pas le voir, s'ils sont prêts à te faire du mal pour protéger leur précieuse image, alors ils ne méritent pas de faire partie de nos vies. Le soulagement que je ressentis à ces mots fut immense, comme sortir d'une pièce étouffante pour respirer de l'air frais. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'étais pas seul. J'avais un allié qui comprenait qu'il ne s'agissait pas de vanité ou de trac du jour du mariage, mais de respect fondamental et de dignité humaine. La réponse de David me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'homme que j'étais sur le point d'épouser et sur la vie que nous pourrions construire ensemble, libérés des schémas toxiques qui avaient défini mon enfance. Mais je ne lui avais pas encore tout dit, et ce secret me brûlait de l'intérieur. Le moment de connexion intime entre David et moi fut brisé par le son sec de talons claquant contre le sol en marbre du couloir du country club. Je reconnus immédiatement ce rythme particulier, la démarche déterminée de ma mère lorsqu'elle était en mission pour contrôler une situation qui lui échappait. La porte de la suite nuptiale s'ouvrit sans même un coup de politesse, et Margaret Montgomery entra dans la pièce comme une force de la nature, déterminée à remodeler la réalité par pure volonté et conditionnement social. Elle était impeccablement vêtue de sa tenue de mère de la mariée, une robe en soie de couleur champagne qui avait été choisie spécifiquement pour être magnifique sur les photos, sur fond de décor élégant du country club. Son maquillage était impeccable, ses cheveux arrangés dans le genre de chignon sophistiqué qui nécessitait 2 heures avec un styliste professionnel, et son sourire était l'expression exercée de l'hospitalité gracieuse qu'elle avait perfectionnée au fil de décennies d'organisation d'événements communautaires. Pour quiconque ne la connaissait pas, elle ressemblait à l'image de la fierté maternelle et du raffinement du Sud, se préparant à célébrer le jour le plus important de sa fille. « David, mon chéri, tu es absolument magnifique, dit-elle, se déplaçant immédiatement pour l'embrasser avec le genre de familiarité chaleureuse qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme des atouts précieux pour le statut social de la famille. J'espère que tu n'es pas trop submergé par toute cette excitation. Ces grands mariages peuvent être tout un ajustement pour les gens qui viennent de milieux plus modestes. La pique subtile à l'éducation de classe moyenne de David fut lancée avec une telle précision que quelqu'un qui ne connaissait pas les techniques de ma mère aurait pu la manquer entièrement. Mais je l'ai saisie, David l'a saisie, et je pouvais voir d'après l'expression de Jessica qu'elle l'avait saisie aussi. Ma mère avait un don pour insérer de petites cruautés dans des conversations apparemment innocentes, plantant des graines d'insécurité tout en maintenant une dénégation plausible sur ses intentions. Maintenant, continua ma mère en se tournant vers moi avec le genre d'entrain forcé qui indiquait qu'elle était sur le point de commencer une campagne de limitation des dégâts. Tu es toujours belle à ta manière, Sarah. Différente, certainement, mais nous pouvons travailler avec ça. L'important est de ne pas faire toute une histoire de ce petit contretemps, parce que la dernière chose que nous voulons, c'est de nous embarrasser devant les voisins et toutes les personnes importantes qui ont pris du temps sur leurs emplois du temps chargés pour célébrer avec nous aujourd'hui. Les mots me frappèrent comme une série de gifles calculées, chaque phrase conçue pour minimiser mon traumatisme tout en maximisant mon sentiment d'obligation de protéger la réputation de la famille. Elle ne me demandait pas comment je me sentais, ni si j'avais besoin de soutien ou de réconfort, elle me donnait l'ordre de prioriser son statut social sur mon propre bien-être émotionnel, tout comme elle l'avait fait toute ma vie. La manipulation psychologique était si douce et rodée que je pouvais presque admirer l'habileté impliquée, si elle ne m'était pas dirigée dans l'un des moments les plus vulnérables de ma vie. Mon père apparut dans l'embrasure de la porte derrière elle, sa présence ajoutant du poids à ses paroles par une autorité silencieuse. Charles Montgomery commandait le respect où qu'il aille, non pas par la chaleur ou le charisme, mais par le genre de gravité patriarcale à l'ancienne qui avait encore un pouvoir significatif dans les cercles sociaux du Sud. Il était vêtu de son plus beau costume, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, et son expression portait la désapprobation sévère d'un homme qui attendait une conformité immédiate à ses attentes. « Les invités arrivent déjà », dit-il, sa voix portant le ton qu'il utilisait lors des réunions du conseil de l'association des propriétaires quand il devait établir que la discussion était terminée et que l'action était requise. Le pasteur est là, ainsi que le maire et plusieurs membres du conseil municipal. Nous avons une obligation envers ces personnes, Sarah. Ils sont venus ici en s'attendant à assister à une célébration des valeurs familiales et de la grâce du Sud, pas à une sorte de spectacle dramatique qui leur donnera de quoi bavarder pendant des mois. La pression culturelle qu'il appliquait était expertement calibrée pour toucher chaque bouton que mon éducation avait installé. Dans notre communauté, la réputation était tout, et l'idée de causer de l'embarras à des invités importants était traitée comme l'un des crimes sociaux les plus graves imaginables. Le pasteur, le maire,
Les membres du conseil municipal c'étaient les personnes dont l'approbation déterminait le statut d'une famille dans la société de Magnolia Springs. Les décevoir n'était pas seulement un échec personnel, c'était une trahison des valeurs communautaires qui définissaient tout notre mode de vie. De plus, ajouta ma mère en baissant la voix comme si elle partageait une confidence, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre que quoi que ce soit tourne mal aujourd'hui, pas avec tout ce que nous avons investi dans cet événement, et surtout pas avec la situation de Mélissa qui est si délicate en ce moment. Tu sais, elle a des difficultés financières depuis qu'elle a quitté son emploi, et nous l'avons aidée avec les dettes de carte de crédit qu'elle a accumulées en essayant de maintenir son style de vie. La pauvre est déjà si sensible à l'idée d'être à nouveau dépendante de nous, et si ce mariage devient une sorte de scandale, elle se sentira encore plus mal dans sa peau. La mention des problèmes financiers de Mélissa fut faite avec une telle désinvolture que je mis un moment à traiter les implications de ce que ma mère venait de révéler. Mélissa avait quitté son emploi sans me le dire, était apparemment noyée sous les dettes de carte de crédit, et recevait un soutien financier de nos parents, des informations qui expliquaient tellement de choses sur la dynamique familiale qui avait conduit à l'ultimatum de la nuit dernière. Ma sœur n'était pas seulement jalouse de mon mariage, elle était financièrement dépendante de la faveur continue de nos parents, ce qui leur donnait un énorme pouvoir sur son comportement et ses décisions. Seule Mélissa connaît toute l'étendue de ce que nous avons dû faire pour la maintenir à flot, continua ma mère, apparemment inconsciente qu'elle me fournissait un aperçu crucial des motivations derrière les événements de la nuit précédente. Elle a été si reconnaissante de notre soutien, et si désireuse de trouver des moyens de contribuer à la famille. Parfois, je pense qu'elle a l'impression de devoir nous prouver sa loyauté parce que nous avons été si généreux avec elle pendant cette période difficile. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté dévastatrice. L'ultimatum de Mélissa n'était pas seulement une question de jalousie ou de rivalité fraternelle, c'était une question de désespoir financier et de la peur de perdre le soutien de ses parents si elle ne trouvait pas un moyen de se rendre indispensable à leurs yeux. Mon humiliation avait été le prix de sa solvabilité continue, et mes parents avaient été prêts à le payer sans hésitation. Je vis tante Ruth debout derrière ma mère, entendant tout, et ses yeux brillèrent comme un couteau, comme si elle se souvenait d'un secret du passé de grand-mère. L'éclair de reconnaissance dans les yeux de tante Ruth me glaça le sang, mais avant que je puisse traiter ce que ce regard signifiait, elle s'avança et posa doucement sa main sur le bras de ma mère. « Margaret, ma chère, je pense que nous devrions donner à Sarah et David quelques minutes de plus seuls avant la cérémonie, dit-elle avec le genre d'autorité tranquille qui avait fait d'elle une enseignante efficace pendant 4 décennies. Pourquoi n'iriez-vous pas, toi et Charles, vérifier les derniers arrangements avec les traiteurs? Je suis sûr qu'il y a des détails de dernière minute qui nécessitent votre attention. » Mes parents échangèrent une de leurs communications sans mots avant d'accepter à contre-cœur de partir, bien que je puisse voir la frustration dans les yeux de ma mère d'avoir été congédiée avant d'avoir pu terminer sa mission de limitation des dégâts. Au moment où la porte se referma derrière eux, Ruth se tourna vers moi avec une expression à la fois sympathique et déterminée. « Sarah, je pense qu'il est temps que tu entendes ce que cette caméra de sonnette a réellement enregistré hier soir, dit-elle, sortant son smartphone de son sac à main avec les mouvements prudents de quelqu'un qui manipule de la dynamite. J'ai téléchargé les images ce matin pendant que tes parents étaient occupés avec leurs préparatifs. Ils ne savent pas que j'ai accès à leur système de sécurité, et ils ne savent certainement pas ce que j'ai découvert. » Mon cœur se mit à battre la chamade alors que Ruth naviguait vers la galerie vidéo de son téléphone et sélectionnait un fichier horodaté de la soirée précédente. L'écran montrait la vue familière de la caméra de notre Porsche d'entrée, la qualité de l'image étonnamment claire même dans la faible lumière des luminaires du Porsche. Pendant un moment, il n'y eut que la scène de banlieue paisible de notre quartier la nuit, puis l'audio commença. La qualité du son était légèrement crépitante en raison des conditions d'enregistrement extérieures, mais chaque mot était audible avec une clarté dévastatrice. D'abord vint la voix de Mélissa, tranchante et exigeante d'une manière qui me fit frissonner en l'entendant rejouer. L'ultimatum était encore plus glaçant lorsqu'il était retiré de la brume narcotique qui avait obscurci ma perception la nuit précédente. Ces mots transpercèrent l'air calme du soir comme des éclats de verre, « Coupe-lui les cheveux, ou tu me perdras pour toujours. Je te jure, maman, si tu ne fais pas cette seule chose pour moi, je quitterai cette maison ce soir et tu ne me reverras jamais. » La réponse de ma mère suivit, sa voix épaisse de larmes et du genre de désespoir que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. « S'il te plaît, ne me fais pas choisir, Mélissa. S'il te plaît, ne me demande pas de faire du mal à Sarah comme ça. Il doit y avoir un autre moyen. » Mais même en protestant, je pouvais entendre la faiblesse dans sa voix, la façon dont elle capitulait déjà devant les exigences de ma sœur tout en feignant de résister. La voix de mon père était plus difficile à distinguer au début,
mais elle devint ensuite claire alors qu'il se rapprochait de la porte d'entrée, revenant apparemment de l'endroit où il était allé chercher la tondeuse. « Nous le ferons rapidement, dit-il, son ton clinique et détaché, comme s'il discutait de la taille des plutôt que d'agresser sa propre fille. Elle ne s'en souviendra pas beaucoup de toute façon avec le sédatif. D'ici demain, ce sera fait, et nous pourrons tous aller de l'avant. » Mais ensuite, sous leur voix familière, j'entendis quelque chose qui me glaça le sang. Il y avait un rire en arrière-plan, un rire distinctement masculin qui n'appartenait pas à mon père. Le son était étouffé et distant, comme si quelqu'un se tenait plus loin du dispositif d'enregistrement, mais il était indubitablement là. Quelqu'un d'autre avait été présent pendant cette conversation, quelqu'un qui trouvait le plan de ma famille amusant plutôt qu'horrible. « Ruth, qui est-ce qui rit ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure alors que les implications de ce que j'entendais commençaient à s'installer. « Il y a quelqu'un d'autre là, quelqu'un qui n'est pas de la famille. » L'expression de Ruth s'assombrit alors qu'elle mettait l'enregistrement en pause. « Je me pose la même question, ma chérie. L'horodatage indique que cela a été enregistré à 23h43 hier soir, et je sais avec certitude qu'aucun invité n'était attendu à la maison. Tes parents étaient très spécifiques sur le fait de vouloir que la soirée soit réservée à la famille, pour que tu puisses te reposer avant le mariage. » David se pencha plus près pour examiner l'écran du téléphone, son expérience des affaires le rendant instinctivement analytique sur les preuves et la documentation. « Peux-tu améliorer l'audio d'une manière ou d'une autre ? Peut-être isoler ce rire en arrière-plan pour que nous puissions avoir une meilleure idée de qui il pourrait s'agir. » La question déclencha quelque chose dans ma mémoire, un sentiment lancinant que j'avais déjà entendu ce rire particulier, bien que je ne puisse pas situer où ni quand. Le son avait une qualité qui suggérait la familiarité, comme si la personne qui riait était assez à l'aise en présence de notre famille pour trouver leur cruauté divertissante plutôt que choquante. Ce n'était pas un étranger qui était tombé sur une crise familiale, c'était quelqu'un qui se sentait suffisamment investi dans le résultat pour rester et regarder le déroulement. Ruth avança dans l'enregistrement, et nous pûmes entendre d'autres fragments de conversation alors que ma famille se déplaçait sur le porche et dans le jardin. La voix inconnue devint légèrement plus claire à un moment donné, bien que pas encore assez pour être identifiée définitivement. Ce qui était indubitable, cependant, était le ton d'encouragement, comme si cette personne soutenait activement ce que ma famille prévoyait de me faire. Sans hésitation, je saisis mon propre téléphone et commençai le processus de transfert du fichier audio de l'appareil de Ruth au mien. Mes doigts se déplacèrent rapidement sur l'écran alors que je créai plusieurs copies de sauvegarde et les téléchargeai sur un stockage cloud sécurisé, m'assurant que cette preuve ne pourrait pas être accidentellement supprimée ou détruite. La directrice marketing en moi comprenait l'importance de contrôler l'information, et j'étais déterminé à ce que cet enregistrement soit préservé, quoi que ma famille puisse essayer de faire pour le supprimer. Je dois faire parvenir ça à Tommy Chen immédiatement, dis-je, composant déjà un message au technicien audiovisuel. Si nous allons utiliser ça pendant la réception, il a besoin de temps pour examiner la qualité audio et trouver la meilleure façon de le présenter aux invités. Pendant que je tapais, mon esprit parcourait les implications de ce que nous avions découvert. Ce n'était pas seulement un différend familial qui avait mal tourné. La présence d'un tiers inconnu suggérait un niveau de préméditation et de conspiration qui élevait ce qui m'était arrivé d'un moment de mauvais jugement à quelque chose de bien plus calculé et cruel. Quelqu'un en dehors de notre famille immédiate avait été impliqué dans la planification de mon humiliation, et cette personne l'avait trouvée suffisamment divertissante pour rester et regarder cela se produire. Le message à Tommy fut bref mais urgent, preuve audio d'hier soir. Besoin que tu examines la qualité technique dès que possible. Ça change tout. Je joignis le fichier et appuyai sur envoyer, sachant que dans quelques heures, la vérité sur ce qui s'était réellement passé serait entendue par 200 des personnes les plus influentes de notre communauté. La voix de ma sœur résonna clairement, coupe-lui les cheveux. J'avais la clé pour ouvrir les portes de l'enfer, mais cette clé menait à une tombe familiale plus profonde que je ne l'imaginais. Le poids de la preuve audio s'installait encore dans mon esprit quand Ruth se redressa soudainement, son expression passant d'un soutien sympathique à quelque chose de plus urgent et investigateur. « Sarah, il y a autre chose que nous devons vérifier avant que la cérémonie ne commence, » dit-elle, jetant un coup d'œil à sa montre avec la précision de quelqu'un qui a passé des décennies à gérer des horaires de classe. « Si nous voulons présenter une image complète de ce qui s'est passé, nous avons besoin de plus que de l'audio. Nous avons besoin de preuves physiques qui corroborent ce que nous avons entendu sur cet enregistrement. » David comprit immédiatement l'implication de ces paroles,
sa formation en affaires prenant le dessus alors qu'il reconnaissait l'importance de construire un dossier complet plutôt que de se fier à une seule pièce à conviction qui pourrait potentiellement être écartée ou expliquée. Tu parles de documentation, dit-il, sa voix prenant le ton concentré qu'il utilisait pour analyser des problèmes complexes. Preuves médicales, dossiers financiers, tout ce qui prouve la préméditation et la planification plutôt qu'une crise familiale spontanée. Ruth hocha la tête avec approbation devant sa compréhension de la situation. Exactement. Et il se trouve que je sais que tes parents sont des créatures d'habitude quand il s'agit de se débarrasser des preuves. Ta mère a toujours été méticuleuse pour nettoyer après les incidents familiaux, mais elle suit des schémas prévisibles qui peuvent se retourner contre elle quand quelqu'un sait quoi chercher. Nous trois nous frayâmes un chemin silencieusement à travers les couloirs de service du country club, Ruth nous guidant vers les zones du personnel où elle avait observé l'équipe d'entretien vider les poubelles des salles de préparation des membres. Elle expliqua que la politique du club était de conserver tous les déchets des événements spéciaux pendant 24 heures avant leur élimination finale, principalement à des fins d'assurance, au cas où des objets de valeur seraient accidentellement jetés pendant le chaos des préparatifs de mariage. Dans une zone de stockage derrière la cuisine, nous localisâmes les grands bacs roulants qui contenaient les déchets de la nuit précédente de la maison de ma famille. Ruth avait réussi à convaincre le superviseur de l'entretien de nous laisser examiner le contenu, bien qu'elle soit restée typiquement vague sur les techniques de persuasion qu'elle avait employées. Alors que nous commencions à fouiller systématiquement dans les sacs, portant des gants en latex que Ruth avait obtenus de la trousse de premiers soins du club, j'avais l'impression que nous menions une enquête médico-légale plutôt que de nous préparer pour un mariage. La première découverte significative eut lieu lorsque David localisa un petit flacon de prescription enfoui sous du marc de café et des restes de cuisine. L'étiquette était partiellement tachée mais toujours lisible, montrant qu'il avait contenu du lorazépam, un sédatif prescrit pour les troubles anxieux. Ce qui me coupa le souffle, c'est de voir le nom du patient clairement imprimé sur l'étiquette de la pharmacie, Melissa Ann Montgomery. La prescription avait été remplie seulement 3 jours plus tôt à la pharmacie Hartwell, la petite entreprise locale où notre famille avait des comptes depuis plus de 2 décennies. Ça n'a pas de sens, dis-je, retournant le flacon dans mes mains gantées pour examiner les informations de dosage et les instructions de renouvellement. Pourquoi Melissa aurait-elle des médicaments contre l'anxiété, et pourquoi mes parents jetteraient-ils son flacon de prescription? L'expression de Ruth devint sombre alors qu'elle photographiait le flacon sous plusieurs angles avec son smartphone, s'assurant que chaque détail de l'étiquette était clairement documenté. Continue de chercher, ma chérie. J'ai le sentiment que ce n'est que le début de ce que nous allons trouver. Notre recherche se poursuivit méthodiquement à travers plusieurs autres sacs jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui me souleva l'estomac de reconnaissance. Dispersés dans un sac poubelle particulier se trouvaient des mèches épaisses de cheveux châtains foncés mes cheveux ainsi que des rognures plus petites qui avaient été balayées de l'endroit où la coupe avait eu lieu. La vue de mes propres cheveux jetés comme des ordures était profondément troublante, mais elle fournissait également une preuve physique indéniable de ce qui m'avait été fait. Plus important encore, soigneusement enveloppée dans une serviette de cuisine au fond du même sac, nous trouvâmes la tondeuse électrique qui avait été utilisée pour détruire mon apparence. L'appareil était un modèle de qualité professionnelle, du genre utilisé dans les salons haut de gamme plutôt que pour des coupes de cheveux occasionnelles à la maison, suggérant que quelqu'un avait spécifiquement acquis un équipement capable de créer le genre de dommages spectaculaires que j'avais découvert ce matin-là. Lorsque Ruth examina la tondeuse de plus près sous l'éclairage fluorescent de la salle de stockage, elle signala des empreintes digitales faibles mais visibles sur la poignée et l'interrupteur. Nous devons tout documenter exactement comme nous l'avons trouvé, dit David, sa voix prenant le ton méthodique de quelqu'un qui comprend l'importance de maintenir l'intégrité des preuves. Photographie, mesure, tout ce qui prouve que ces objets proviennent de la maison de ta famille et ont été utilisés la nuit dernière. Pendant que nous cataloguions les preuves physiques, le téléphone de Ruth sonna avec une notification de mail entrant. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, et ses sourcils se haussèrent de surprise avant de nous montrer ce qui était apparu dans sa boîte de réception. C'était un reçu automatisé du système de paiement en ligne de la pharmacie Hartwell, qui lui avait été transféré parce qu'elle était répertoriée comme contact d'urgence sur les comptes médicaux de la famille, un détail datant de plusieurs années auparavant, lorsqu'elle avait aidé à prendre soin de ma grand-mère pendant sa dernière maladie. Mais ce qui nous a choqués, ce n'est pas que Ruth ait reçu le reçu, c'est le nom qui apparaissait comme l'acheteur de la prescription de lorazépam. Au lieu du nom de Melissa, comme nous nous y attendions d'après les informations du patient sur le flacon, le paiement avait été traité en utilisant la carte de crédit et l'adresse email de mon père. Charles Montgomery avait personnellement acheté le médicament qui avait été utilisé pour me droguer, bien que la prescription ait été rédigée pour le prétendu trouble anxieux de Melissa. Ça change tout, dit David,
étudiant l'horodatage de l'email qui montrait que la transaction avait été finalisée à 16h37 la veille. Ce n'était pas ta mère agissant impulsivement sous la pression de Mélissa. Ton père était activement impliqué dans la planification de ce qui t'est arrivé, et il achetait les moyens de te droguer des heures avant l'ultimatum de Mélissa. Les implications étaient stupéfiantes. Le récit que j'avais construit dans mon esprit, celui de ma mère manipulée pour prendre une décision terrible par le chantage émotionnel de ma sœur, s'effondrait sous le poids des preuves suggérant une conspiration beaucoup plus calculée. Mon père, le diacre respecté et le leader communautaire qui se vantait de son autorité morale et de ses valeurs familiales, avait planifié mon humiliation avec la même attention méthodique aux détails qu'il apportait aux réunions du conseil de l'association des propriétaires et aux travaux du comité de l'église. Ruth transféra soigneusement le reçu de la pharmacie à David et à moi, s'assurant que nous aurions des copies même si quelque chose arrivait à son téléphone ou à son compte email. Elle prit également des photographies supplémentaires du flacon de prescription, se concentrant sur les détails qui le reliaient au reçu par email, le numéro de prescription, les codes d'identification de la pharmacie et les dates qui prouvaient que le médicament avait été acquis spécifiquement pour les événements de la nuit précédente. Alors que nous nous préparions à quitter la zone de stockage, je réalisais que nous avions rassemblé une collection de preuves qu'il serait impossible pour ma famille d'expliquer ou de rejeter. L'enregistrement audio prouvait ce qui avait été dit et par qui. Le flacon de prescription et le reçu prouvaient la préméditation et la planification. Et les restes physiques de mes cheveux, ainsi que la tondeuse, fournissaient une preuve tangible de l'agression elle-même. C'était le genre de documentation complète qui pourrait étayer des poursuites pénales si je choisissais de le faire, et cela fournissait certainement plus qu'assez de preuves pour détruire la réputation soigneusement entretenue de ma famille. En assemblant les pièces, j'avais l'image complète de la trahison, et une pièce manquante attendait d'émerger de la tombe des secrets de famille. Armés de notre collection de preuves accablantes, nous retournâmes à travers les couloirs du country club vers la zone de préparation de la mariée, où je savais que la dernière heure avant la cérémonie serait remplie d'ajustements de dernière minute et du genre d'énergie nerveuse qui précède toujours les grands événements familiaux. Mais alors que nous tournions le coin près de la salle de bal principale, je me retrouvais face à face avec la personne que je voulais le moins voir à ce moment-là. Mélissa attendait dans le couloir, vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur, ressemblant en tout point à la parfaite, belle du Sud, qu'on lui avait toujours appris à être. Elle s'était positionnée stratégiquement près de l'entrée de la suite nuptiale, ayant clairement l'intention de m'intercepter avant que je puisse me retirer dans la sécurité de ma salle de préparation. Son apparence était impeccable, comme toujours, ses cheveux dorés arrangés dans un chignon élaboré qui avait probablement nécessité 2 heures avec un styliste professionnel, son maquillage appliqué avec le genre de précision qui la faisait ressembler à une séance photo pour un magazine, et sa robe de demoiselle d'honneur vert sauge épousant sa silhouette d'une manière qui soulignait chaque courbe. Pour un observateur occasionnel, elle aurait semblé être l'image du soutien fraternel, prête à aider sa sœur aînée dans les derniers moments avant de descendre l'allée. Mais je pouvais voir autre chose dans ses yeux, quelque chose de désespéré et de calculateur qui me fit frissonner de reconnaissance. Ce n'était pas l'enfant chérie confiante qui avait lancé des ultimatums la veille, c'était quelqu'un qui avait passé la matinée à regarder son plan soigneusement orchestré commencer à s'effilocher et qui se dépêchait maintenant de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait. « Sarah », dit-elle, sa voix prenant le ton artificiellement doux qu'elle avait toujours utilisé quand elle voulait quelque chose de moi. J'espérais que nous pourrions avoir quelques minutes seules avant la cérémonie. Tu sais, de sœur à sœur, pour mettre les choses au clair sur tout ce qui s'est passé hier soir. David s'approcha immédiatement de moi, son instinct protecteur clairement activé par quelque chose dans le comportement de Mélissa qui lui parut menaçant plutôt que conciliant. Ruth se positionna également légèrement derrière Mélissa, assez près pour intervenir si la conversation tournait à la confrontation. Je pouvais sentir leur soutien comme une présence physique, me rappelant que je n'étais pas seul face à la manipulation que ma sœur était sur le point de tenter. Je pense que nous avons dit tout ce qui devait être dit, répondis-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. À moins que tu ne sois là pour t'excuser de m'avoir drogué et d'avoir détruit mon apparence le jour de mon mariage, je ne vois pas ce dont nous avons à discuter. Le masque de préoccupation fraternelle soigneusement construit de Mélissa glissa un instant, révélant quelque chose de brut et de laid en dessous avant qu'elle ne parvienne à recomposer son expression en quelque chose ressemblant à une innocence blessée. Sarah, tu es tellement dramatique à ce sujet. Ce ne sont que des cheveux, et ils repousseront. D'ailleurs, tu es très bien. Différente, mais très bien. Le rejet désinvolte de ce qui m'avait été fait était si parfaitement dans son personnage que j'ai failli rire de sa prévisibilité. Mais ensuite, Mélissa s'approcha,
baissant la voix jusqu'à un murmure qui était clairement destiné à exclure David et Ruth de la conversation, et ces mots suivants me frappèrent comme un coup physique. « Penses-tu qu'il n'aime que toi ?» demanda-t-elle, ses yeux se tournant vers David avec une expression impossible à mal interpréter. « Je veux dire, réfléchis vraiment, Sarah. Et s'il y avait des choses que tu ne sais pas sur ses sentiments? Et si tu n'étais pas aussi en sécurité dans cette relation que tu le penses? » La question fut posée avec une telle méchanceté exercée qu'elle me coupa le souffle. Il ne s'agissait pas seulement de cheveux, de drames de jour de mariage ou même de dépendance financière envers nos parents. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel et destructeur. La suggestion que ma relation avec David, la seule chose dans ma vie qui était restée pure et non touchée par la toxicité de ma famille, pourrait elle-même être construite sur des mensonges ou de la tromperie. J'observais attentivement le visage de Mélissa alors qu'elle continuait son assaut psychologique, notant la façon dont ses yeux ne cessaient de se diriger vers David, comme si elle jaugeait sa réaction à ses paroles. Il y avait quelque chose de famélique dans son expression, quelque chose qui parlait de désirs longtemps entretenus et de griefs soigneusement nourris qui allaient bien au-delà de la simple rivalité fraternelle. Elle n'essayait pas seulement de me faire du mal, elle essayait de planter des graines de doute qui empoisonneraient mon mariage avant même qu'il ne commence. Tu sais, Sarah, il fut un temps où David et moi passions pas mal de temps ensemble, continua-t-elle, sa voix prenant une qualité rêveuse qui était clairement conçue pour suggérer des interactions romantiques plutôt que platoniques. Ces cafés quand tu travaillais tard, les conversations que nous avions sur ta relation, la façon dont il me regardait quand il pensait que personne ne regardait. T'es-tu jamais demandé de quoi nous parlions pendant ces longs après-midi? Les mots atteignirent leur cible avec une précision chirurgicale. Je me souvenais de ces cafés, bien que je n'y ai jamais vu autre chose que les tentatives de ma sœur de connaître l'homme que je prévoyais d'épouser. David les avait mentionnés en passant, généralement dans le contexte de se plaindre de la tendance de Mélissa à monopoliser les conversations et à ramener chaque discussion à elle-même. Mais maintenant, filtrées à travers les insinuations empoisonnées de ma sœur, ces interactions innocentes prenaient une tournure plus sinistre dans mon esprit. Je me retrouvais à étudier le visage de David, cherchant tout signe de culpabilité ou de reconnaissance qui pourrait valider les implications de Mélissa. Mais au lieu du malaise que j'aurais pu attendre s'il y avait du vrai dans ses suggestions, je vis tout autre chose, une sorte de reconnaissance dégoûtée, comme s'il comprenait enfin toute l'étendue de la manipulation et de la cruauté psychologique de ma sœur. Il me regardait différemment, ajouta Mélissa, sa voix baissant jusqu'à un murmure encore plus intime. Comme s'il voyait quelque chose en moi qu'il ne pouvait pas trouver en toi. Je ne dis pas qu'il s'est passé quelque chose, bien sûr, mais il y avait vraiment une connexion là, une étincelle. Le genre de chose qui vous fait vous demander ce qui aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. Les mensonges étaient si transparents, si manifestement conçus pour créer un maximum de dommages émotionnels, que je sentis ma colère se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus concentré que la rage. Il ne s'agissait pas seulement de détruire le jour de mon mariage ou de m'humilier devant notre communauté. Il s'agissait de démanteler tout mon sens de la réalité, de me faire douter non seulement de mes relations familiales, mais aussi du seul partenariat romantique qui m'avait donné l'espoir de construire une vie libre de leur toxicité. Mais en regardant le visage de Mélissa, en étudiant la faim désespérée dans ses yeux et la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle livrait son poison soigneusement répété, je réalisai qu'elle en avait révélé plus sur elle-même qu'elle ne le voulait. Ce n'était pas la manipulation confiante de quelqu'un qui détenait le pouvoir, c'était l'attaque désespérée de quelqu'un qui avait perdu le contrôle et essayait d'infliger autant de dégâts que possible avant d'être complètement exposé. Je répondis froidement, « Aujourd'hui n'est pas ton jour », et ses yeux brillèrent de colère, cachant une vieille blessure. L'éclair de colère de Mélissa confirma ce que je soupçonnais, sous ces manipulations soigneusement construites se cachait une blessure bien plus profonde qu'une simple rivalité fraternelle. Mais je n'avais pas le temps d'analyser les complexités psychologiques des motivations de ma sœur. La cérémonie devait commencer dans moins de 2 heures, et je devais m'assurer que ma révélation soigneusement planifiée se déroulerait sans interférence des efforts de limitation des dégâts de ma famille. Avec David et Ruth me flanquant comme des sentinelles protectrices, je me dirigeai vers la chapelle où le pasteur Williams effectuait ses derniers préparatifs pour la cérémonie. Je connaissais le pasteur Williams depuis l'enfance, et bien qu'il ait toujours été respectueux de la position prééminente de ma famille dans la congrégation, j'avais également observé qu'il possédait de véritables convictions morales qui le mettaient parfois en désaccord avec la politique sociale de notre communauté. Si l'on pouvait faire confiance à quelqu'un pour donner la priorité à la vérité sur la réputation, ce serait l'homme qui avait passé 30 ans à prêcher les principes chrétiens à une congrégation qui ne voulait pas toujours les entendre.
je le trouvais dans la petite salle de préparation derrière l'autel, révisant ses notes de cérémonie et ajustant ses robes cléricales avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait officié des centaines de mariages au cours de sa carrière pastorale. Quand il leva les yeux et vit mon apparence, son expression passa par la même séquence de choc et d'inquiétude que j'avais vue chez tous les autres qui m'avaient rencontré ce matin-là. Mais contrairement aux membres de ma famille, le pasteur Williams ne se lança pas immédiatement dans des explications ou des stratégies de limitation des dégâts. Au lieu de cela, il attendit simplement que je parle, son silence patient m'offrant l'occasion de raconter mon histoire à ma manière. Pasteur Williams, commençai-je, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu, je dois vous demander quelque chose d'important aujourd'hui. J'ai besoin que vous accomplissiez la cérémonie exactement comme nous l'avions prévu, sans aucun changement ni interruption, indépendamment de ce que vous pourriez entendre sur ce qui m'est arrivé hier soir. Le mariage lui-même est sacré pour David et moi, et je ne veux pas que les actions de ma famille contaminent cette partie de notre journée. Il hocha lentement la tête, son visage buriné reflétant des décennies d'expérience avec les crises familiales et les dilemmes moraux. Sarah, je vois que quelque chose de terrible t'est arrivé, et je veux que tu saches que quel que soit le soutien dont tu as besoin de ma part, tu l'as. Mais j'ai aussi besoin que tu comprennes que s'il y a des questions criminelles impliquées, j'ai certaines obligations en tant que pasteur et en tant que leader communautaire. Le poids de ces paroles s'installa autour de nous comme une couverture de gravité morale. Le pasteur Williams ne m'offrait pas seulement un réconfort spirituel, il reconnaissait que ce qui m'avait été fait pourrait nécessiter l'intervention d'autorités au-delà de notre communauté ecclésiale. Cette validation était à la fois rassurante et dégrisante, me rappelant que je faisais face à quelque chose de bien plus grave qu'un désaccord familial. « Je comprends vos obligations, répondis-je, et je ne vous demande pas de les ignorer. Mais je vous demande de me laisser gérer cette situation à ma manière, à mon rythme. Ne perturbez pas la cérémonie, laissez simplement la vérité parler à la réception. Parfois, la justice la plus puissante ne vient pas de l'intervention légale, mais de la responsabilité communautaire et des conséquences naturelles des actions des gens exposés à la lumière. » Le pasteur Williams étudia mon visage avec le genre d'attention intense qu'il réservait habituellement aux questions théologiques difficiles, comme s'il essayait de lire l'état de mon âme à travers mon apparence physique. Après un long moment, il tendit la main et toucha doucement la mienne, son geste portant toute la sollicitude pastorale et l'autorité spirituelle qui avait fait de lui un leader de confiance dans notre communauté pendant 3 décennies. « Sarah, j'observe ta famille depuis de nombreuses années, et j'ai toujours senti qu'il y avait des courants sous la surface de votre image parfaite, dit-il doucement. Si tu me dis que ces courants ont finalement fait surface d'une manière qui t'a causé un réel préjudice, alors je te crois. Et je soutiendrai toute approche que tu jugeras la meilleure pour servir la justice et la guérison. » Ces paroles me donnèrent la confiance dont j'avais besoin pour passer à la phase suivante de ma préparation. Je me dirigeai vers la zone de réception où Tommy Chen installait l'équipement audiovisuel pour les festivités de la soirée. Il était exactement comme Ruth l'avait décrit, un jeune homme sérieux avec un dévouement évident à la précision technique et une intensité tranquille qui suggérait de fortes convictions morales. Quand je l'approchai avec ma demande de réviser les preuves audio et de les préparer pour une présentation potentielle pendant la réception, il écouta avec le genre d'attention concentrée qui me dit qu'il comprenait la gravité de ce que je lui demandais. « Miss Sarah, je veux que vous sachiez que votre mère m'a parlé plus tôt ce matin, » dit Tommy, sa voix portant une note d'excuse qui me serra le cœur. Elle m'a demandé d'être prêt à couper le système audio s'il y avait des difficultés techniques pendant la réception. Elle a dit que la famille s'inquiétait des perturbations potentielles de la part d'invités qui auraient peut-être trop bu. La nouvelle me frappa comme un coup physique. Ma mère avait anticipé que je pourrais essayer d'utiliser la réception comme une plateforme pour révéler la vérité, et elle avait déjà pris des mesures pour m'empêcher d'avoir accès à la technologie même dont j'avais besoin pour partager les preuves avec nos invités. Pendant un instant, je ressentis la sensation familière d'être déjoué par l'expérience supérieure de ma famille en matière de manipulation et de contrôle. Mais les mots suivants de Tommy me redonnèrent espoir. « Cependant, continua-t-il, j'ai écouté le fichier audio que vous m'avez envoyé, et j'ai examiné la documentation que votre tante a fournie. Ce qui vous a été fait est moralement répréhensible, et je ne participerai pas à aider votre famille à le couvrir. J'ai des systèmes de secours et des méthodes de présentation alternatives que votre mère ne connaît pas. Quand vous serez prête à partager la vérité, je m'assurerai que tout le monde l'entende clairement. » Le soulagement que je ressentis fut immense. Malgré les tentatives de sabotage de ma mère, j'avais encore des alliés qui étaient prêts à donner la priorité à la vérité sur la commodité sociale. L'expertise technique de Tommy, combinée à sa conviction morale, me donnait confiance que mes preuves atteindraient leur public cible,
indépendamment des tentatives d'interférence de ma famille. Ruth apparut à mes côtés comme si elle avait été convoquée par intuition, sa présence ajoutant une autre couche de soutien à mon réseau croissant d'alliés. Sarah, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu n'y feras pas face seule, dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui a passé des décennies à tenir tête aux tyrans et aux manipulateurs sous diverses formes. Si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de ce qu'il a vu, si tu as besoin de quelqu'un pour corroborer ton histoire, si tu as besoin de quelqu'un pour se tenir à tes côtés lorsque les conséquences commenceront, je serai là. J'ai observé les schémas toxiques de cette famille depuis trop longtemps pour rester silencieuse plus longtemps. L'engagement dans sa voix était absolu, et je réalisais que Ruth ne m'offrait pas seulement son soutien pour cette seule confrontation, elle m'offrait de m'aider à me libérer du cycle d'abus et de manipulation qui avait défini toute ma relation avec ma famille. Avec son soutien, combiné à l'aide technique de Tommy et à l'amour indéfectible de David, j'avais assemblé une coalition de personnes qui s'engageaient à garantir que la vérité prévaudrait sur l'image, la justice sur la réputation, et la guérison sur la perpétuation du traumatisme générationnel. Le pasteur Williams apparut à nos côtés, ayant terminé ses derniers préparatifs pour la cérémonie. Sa présence compléta le cercle de soutien dont j'avais besoin pour avancer avec confiance. Sarah, dit-il, sa voix portant à la fois la douceur pastorale et la force prophétique, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, et je veux que tu saches que parfois, Dieu utilise les expériences les plus douloureuses pour exposer les ténèbres qui se cachaient dans les familles et les communautés depuis des générations. Le pasteur murmura, la justice n'est pas bruyante, mais elle est claire. Et aujourd'hui, elle résonnera, brisant même les fantômes du passé. Les paroles prophétiques du pasteur Williams résonnaient encore dans mon esprit alors que je me trouvais dans la petite antichambre derrière les portes principales de la chapelle, écoutant le doux murmure de 200 invités s'installant sur leur siège pour ce qu'ils croyaient être une célébration de mariage traditionnel du Sud. Le son de leur conversation créait un bourdonnement sourd qui semblait vibrer à travers les lourdes portes en chêne, ponctué de temps à autre par le bruissement des programmes et le léger claquement des talons contre les sols en marbre alors que les retardataires trouvaient leur place dans les bancs. L'organiste de l'église commença la musique processionnelle, et les airs familiers du canon de Pachelbel remplirent l'espace sacré de ce genre de beauté solennelle qui avait accompagné d'innombrables mariés dans d'innombrables allées depuis des générations. Mais alors que la musique enflait et résonnait sous le plafond voûté de la chapelle, elle prit une qualité différente à mes oreilles. Non pas l'accompagnement doux d'une procession romantique, mais quelque chose qui ressemblait plus à un hymne de bataille, une bande-son pour le genre de courage moral qui transforme les moments ordinaires en moments décisifs. Le son semblait se synchroniser avec mon rythme cardiaque, créant un rythme qui calmait mes nerfs et me rappelait que cette cérémonie était bien plus que la vengeance que je prévoyais pour la réception. Il s'agissait de David et moi, de notre engagement à construire une vie ensemble qui serait fondée sur la vérité plutôt que sur les tromperies élaborées qui avaient caractérisé mes relations familiales. La musique m'appelait non seulement à descendre une allée, mais à franchir un seuil, d'un type d'existence à un autre. Je fouillai dans mon petit sac à main perlé et en sortis le poudrier qui avait appartenu à ma grand-mère, sa surface argentée reflétant des décennies de femmes Montgomery se préparant pour leurs moments les plus importants. Mais quand je l'ouvris et vis mon reflet, je réalisai que la femme qui me regardait ne ressemblait en rien à la victime effrayée et humiliée qui s'était regardée dans le miroir de sa salle de bain ce matin-là. La femme dans le poudrier avait des yeux clairs et déterminés qui ne reflétaient pas la honte, mais une sorte de dignité féroce que je n'avais jamais vue en moi auparavant. Mon cuir chevelu, qui avait semblé si choquant et vulnérable sous la lumière crue de la salle de bain, paraissait maintenant presque royal sous l'éclairage doux de la zone de préparation de la chapelle. La fine structure osseuse de mon crâne était visible d'une manière qui avait été cachée sous des années de cheveux, et plutôt que de me faire paraître diminuée, elle semblait souligner la force et l'intelligence qui avaient toujours été mes caractéristiques déterminantes. Je ressemblais à quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de terrible et en était sorti non pas brisé, mais forgé en quelque chose de plus dur et de plus résilient qu'auparavant. Le voile transparent que j'avais choisi pour mettre en valeur plutôt que de dissimuler mon état captait la lumière qui filtrait à travers les vitraux, créant un effet presque éthéré qui transformait ce que ma famille avait voulu comme une humiliation en quelque chose qui ressemblait presque à une couronne. Le tissu semblait capturer et retenir la lumière colorée des fenêtres de la chapelle, entourant ma tête d'un nimbe subtil qui me donnait l'air non pas d'une victime, mais d'une guerrière se préparant au combat. J'ajustai soigneusement le voile une dernière fois, m'assurant qu'il flotterait correctement pendant que je descendrais l'allée et que chaque invité aurait une vue dégagée de ce qui m'avait été fait. Il ne s'agissait pas de vanité ou d'apparence, il s'agissait de témoignage, de témoigner de la vérité d'une manière qu'il serait impossible d'ignorer ou d'expliquer. Chaque pas dans cette allée serait une déclaration, chaque photographie serait une preuve,
chaque chuchotement choqué serait une validation de ce que j'avais enduré. Mon téléphone vibra doucement avec un message de Tommy Chen, confirmant que tous les systèmes techniques étaient en place pour la réception et qu'il avait réussi à contourner les tentatives de sabotage de ma mère. Son SMS était bref mais rassurant, tout est prêt de mon côté. Système audio entièrement opérationnel avec protocole de secours. J'attends votre signal. Je tapais rapidement ma réponse, sachant que ce serait ma dernière communication avant le début de la cérémonie et que tout dépendait d'un timing et d'une coordination parfaits. Ne diffuse que lorsque je hoche la tête. Pas avant, écrivis-je, mes doigts stables sur le clavier du téléphone malgré l'ampleur de ce que je mettais en mouvement. Cela doit se passer exactement comme il faut, sinon ça ne marchera pas du tout. J'appuyai sur renvoyer et puis éteignis complètement le téléphone, ne voulant aucune distraction pendant la cérémonie elle-même. Les dés étaient jetés, et il n'y aurait pas de retour en arrière sur le chemin que j'avais choisi. À travers les lourdes portes, je pouvais entendre le pasteur Williams commencer les paroles d'ouverture traditionnelles de la cérémonie de mariage, sa voix portant clairement à travers la chapelle alors qu'il invitait la congrégation à assister à l'union sacrée qui allait avoir lieu. Son ton était chaleureux et accueillant, ne donnant aucune indication des révélations dramatiques qui se dérouleraient quelques heures plus tard dans la salle de réception. Pour l'instant, ce moment appartenait à l'amour, à l'engagement et à l'espoir éternel que deux personnes puissent construire quelque chose de beau ensemble, malgré la fragilité du monde qui les entourait. Ruth apparut à mes côtés, s'étant glissée silencieusement dans la zone de préparation pour offrir ses derniers mots de soutien avant que je ne commence ma marche dans l'allée. Elle ne dit rien, les mots semblaient inadéquats pour ce qui se passait entre nous mais elle me serra doucement la main et hocha la tête vers les portes avec une expression qui transmettait à la fois fierté et détermination. Elle comprenait que j'étais sur le point de faire quelque chose qui changerait non seulement ma propre vie, mais potentiellement la vie de tous les membres de notre famille, et sa présence me rappelait que je n'affrontais pas cette transformation seule.